Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet immense, l'intelligence artificielle. Bonjour. Mais on ne va pas se contenter de survoler les gros titres. On a une pile de sources assez hétéroclites. Des documents gouvernementaux, des extraits de cours, des livres blancs d'entreprise et des articles de recherche fondamentale. Oui, une vraie plongée. Et en lisant tout ça, il y a une question qui n'a cessé de revenir, une question qui va vraiment guider notre discussion. On voit des IA faire des choses incroyables, reconnaître des visages, gagner aux jeux les plus complexes, traduire des langues, mais est-ce qu'elles comprennent vraiment ce qu'elles font? C'est ce fossé en fait entre la performance et la compréhension qu'on va essayer d'explorer. C'est exactement la bonne question à se poser. Et ce que nos sources montrent d'emblée, c'est que pour y répondre, il faut arrêter de parler de l'IA comme d'une entité unique. D'accord. C'est une boîte à outils. Certaines IA apprennent en digérant des quantités massives de données, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par représentation. D'autres apprennent par essais-erreurs, par l'expérimentation pure. C'est l'apprentissage par renforcement. Et ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Et la question de la compréhension ne se pose pas de la même manière pour l'une et pour l'autre. Entrons alors dans cette première boîte à outils, celle qui a tout changé ces dernières années. Le deep learning, l'apprentissage profond. Voilà. On connaît le principe, les couches de neurones qui s'empilent, mais ce qu'un article de la revue Nature met en lumière de façon brillante, je trouve, c'est à quel point ce processus est aveugle. C'est-à-dire? L'ingénieur ne dit jamais à la machine « cherche des yeux ou des oreilles pour reconnaître un chat ». Jamais. La machine découvre ses concepts toute seule. Oui, à force d'analyser des millions d'images. C'est ça. Et c'est là que réside toute sa puissance, mais aussi son côté un peu boîte noire. Et cette boîte noire est au cœur des travaux des 3 chercheurs qui ont reçu le prix Turing en 2018, Yann Lequin, Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton. Les fameux ConvNet. Les fameux ConvNet, les Convolutional Neural Networks, ils ne se contentent pas d'apprendre à classer des images, ils construisent leur propre représentation interne du monde. D'accord. La première couche apprend les pixels, la suivante les contours, celle d'après les formes, et ainsi de suite. Au final, le système n'a pas une définition d'un chat comme dans un dictionnaire. Non. Il a un modèle statistique extraordinairement complexe de ce à quoi ressemble un chat. Alors, est-ce que c'est de la compréhension? Bon, c'est un débat philosophique. Mais est-ce que c'est efficace? Ah, ça, c'est absolument efficace. Mais il y a cette autre façon d'apprendre qui est presque l'opposé. L'apprentissage par renforcement. Voilà. Et c'est très bien illustré dans une de nos sources avec l'exemple du jeu de morpion, le tic-tac-toe. Un exemple tout simple mais très parlant. Ici, l'IA, qu'on appelle un agent, est lâchée sur le plateau de jeu, son environnement. Elle n'a aucune donnée, aucune partie à imiter. Elle part de zéro. Et elle part de zéro. Elle fait un coup au hasard, une action. Si ce coup mène à une victoire, elle reçoit une récompense positive. Sinon, c'est une récompense nulle, voire négative. Et elle va jouer des millions de parties contre elle-même pour découvrir toute seule la meilleure stratégie. Et c'est ça le paradoxe qui est fascinant avec ce type d'IA. Contrairement à une IA qui apprend sur des données fixes, celle-ci doit constamment se battre contre elle-même. Comment ça? Eh bien, chaque décision est un pari. Est-ce que j'exploite la stratégie que je connais déjà et qui marche plutôt bien pour assurer un petit gain? L'exploitation. Ou est-ce que je prends le risque d'explorer un coup complètement nouveau qui va probablement me faire perdre, mais qui pourrait peut-être me faire découvrir le jackpot? Une stratégie bien plus forte. L'exploration. C'est une question presque humaine en fait. Complètement. Ce n'est plus de la reconnaissance de forme, c'est de la découverte de stratégie. Cette distinction est fondamentale. On a d'un côté des systèmes qui excellent dans la perception, en analysant des données existantes, et de l'autre des systèmes qui excellent dans l'action, en expérimentant. Tout à fait. Comment est-ce que ces deux approches, si différentes, se traduisent dans l'industrie en France aujourd'hui? Les sources en parlent. Elles en parlent beaucoup. L'un des livres blancs de Microsoft met en avant un atout français, la politique d'open data. Ah oui, la loi pour une république numérique. Exactement. Et sur le papier, c'est formidable, parce que, comme le dit la source, la donnée est à l'IA ce que l'essence est à la voiture. Donc on a le carburant. On a le carburant, oui, mais un autre document de la même source tempère immédiatement cet optimisme. Il pointe deux goulets d'étranglement majeurs. Lesquels? Le premier, c'est la qualité et l'interopérabilité de ces données. Avoir des millions de fichiers, c'est bien, mais s'ils ne sont pas propres, standardisés... C'est comme avoir de l'essence pleine de sable. C'est exactement ça. Et le second, et c'est encore plus crucial, c'est la pénurie mondiale de talents. En 2016, la France formait environ 1000 spécialistes par an. C'est peu. Alors que la demande se chiffre en millions.
On a le carburant, mais on manque cruellement de motoristes. Et malgré ces défis, les moteurs tournent déjà. Si on prend un exemple concret, la santé, on pense tout de suite au diagnostic d'image médicale. Ce qui serait une application directe des convenets, oui. C'est ça. Mais les sous montrent des usages plus surprenants. Prenez la plateforme Adent Prodigy, développée avec Microsoft pour la traçabilité des médicaments. D'accord, donc la lutte contre la contrefaçon. Précisément. Il ne s'agit pas juste de lire un code barre. Le système utilise la vision par ordinateur pour analyser des milliards d'images, d'emballages, de numéros de série à une vitesse folle. Il peut détecter des anomalies invisibles à l'œil nu. Donc ici, l'IA ne remplace pas le médecin. Non, elle sécurise toute une chaîne logistique. C'est moins spectaculaire peut-être, mais économiquement vital. Dans un autre domaine, les ressources humaines, j'ai été surpris par l'exemple de la start-up Zelros. Elle a développé un système pour identifier, parmi les employés actuels d'une entreprise, ceux qui auraient le plus de potentiel pour être formés au métier de data scientist. Est-ce que ça veut dire que l'IA peut déceler un potentiel qu'un manager ne verrait pas? C'est toute la question. Que fait le système en réalité? Il ne comprend pas le potentiel humain. Il analyse les parcours, les compétences, les performances passées de milliers d'employés. Et il les compare aux profils qui réussissent déjà. Voilà. Il fait de la corrélation à très grande échelle. Il peut donc identifier des profils atypiques, des gens qui n'ont pas le CV parfait, mais qui possèdent des compétences adjacentes ou une façon d'apprendre qui, statistiquement, est un bon indicateur de succès. Donc l'IA ne voit pas le potentiel. Non, elle voit un schéma que l'humain, avec ses biais et sa vision limitée, aurait pu manquer. On en revient donc toujours à cette question, le système est incroyablement performant pour détecter des schémas, mais est-ce qu'il y a une once de compréhension derrière tout ça? Et ça nous amène directement à une expérience de pensée célèbre. La chambre chinoise de John Searle. Exactement. C'est une expérience brillante. Imaginez une personne seule dans une pièce qui ne parle pas un mot de chinois. D'accord. Par une fente, on lui glisse des papiers avec des questions en idéogramme chinois. Cette personne, elle a avec elle un livre de règles gigantesques. Un mode d'emploi? Un mode d'emploi géant qui lui dit « Si vous voyez cette séquence de symboles, alors écrivez en réponse cette autre séquence de symboles. » La personne suit les règles sans rien comprendre et renvoie ses réponses. Et pour un observateur extérieur? Pour un observateur extérieur, la pièce dialogue intelligemment en chinois. Pourtant, à l'intérieur, personne ne comprend le chinois. La conclusion de Searle, c'est que nos IA sont cette personne dans la chambre. Elles manipulent des symboles selon des règles, que ce soit des pixels ou des mots, mais sans jamais accéder au sens. C'est ça. Une syntaxe parfaite, mais zéro sémantique. C'est un argument puissant. C'est un argument très puissant, mais il faut savoir que ce n'est pas la fin de l'histoire. Beaucoup de chercheurs rétorquent que c'est un piège. Ah oui, hein? Ils diraient que Searle pose la mauvaise question. La personne dans la pièce ne comprend pas le chinois, c'est vrai. Mais le système entier, la personne, le livre de règles, la pièce, lui, comprend le chinois. La compréhension ne serait pas dans le neurone unique, mais dans le réseau. Exactement. Et c'est là que le débat devient vertigineux. Et ce débat, il a des conséquences très concrètes. Si on ne peut pas être sûr que la machine comprend, comment lui faire confiance? Un document du gouvernement canadien, par exemple, soulève un point simple mais crucial, sur la confidentialité. Lequel? Quand on utilise un assistant IA pour transcrire une réunion, où vont les données? Bonne question. Elles sont souvent envoyées sur les serveurs d'une entreprise tierce. Voilà. Et cette entreprise les analyse, les stocke. Et les participants n'ont pas toujours conscience que leurs échanges, parfois confidentiels, sont conservés et potentiellement analysés par une entité privée. Avec des politiques de sécurité qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Le problème n'est pas que l'IA est malveillante, c'est que son fonctionnement, conçu pour la performance, a des conséquences inattendues. Ce n'est donc pas un problème d'intention, mais un problème de conception. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui nous amène aux travaux de la chercheuse Laurence de Villers, qui est citée dans nos sources. Elle défend l'idée de système « ethics by design ». Ethics par la conception. Voilà. L'approche traditionnelle, c'est de créer une technologie, puis, une fois qu'elle pose problème, on essaye de la réguler avec des lois. L'idée ici, c'est d'intégrer ces questions dès la première ligne de code. Dès le début. Au fond, tout le jeu, c'est de trouver le juste milieu entre les intérêts économiques qui poussent à l'efficacité maximale et les valeurs humaines, la vie privée, l'équité, la transparence que l'on veut préserver. Ce n'est plus une question pour les philosophes, ça devient un défi pour les ingénieurs. Si on fait le bilan, on a vu que l'IA, ce n'est pas un bloc. Il y a des approches très différentes, comme les convenets qui apprennent par l'observation, et l'apprentissage par renforcement qui apprend par l'action. on a vu que ces technologies sont déjà à l'œuvre en France pour sécuriser des médicaments ou réinventer la gestion des talents.
des applications très concrètes. Et à chaque fois, on bute sur cette même question fondamentale. Cette performance spectaculaire s'accompagne-t-elle d'une forme de compréhension? Et quels sont les défis posés par ce décalage? C'est ça. La question n'est plus « est-ce que l'IA va arriver ?», mais « comment voulons-nous coexister avec elle ?» Et nos sources montrent bien cette tension constante entre le potentiel incroyable d'optimisation et la nécessité absolue de concevoir des systèmes qui restent contrôlables, transparents et alignés avec nos objectifs. C'est le grand défi. Le grand défi d'ingénierie et de société de notre époque. On va terminer avec une pensée un peu provocatrice, inspirée d'une citation d'un chercheur Tim Menzies, trouvée dans nos sources. Il a écrit « Je rêve encore du jour où mon traitement de texte écrira un article comme celui-ci pendant que moi je vais à la plage. » C'est une image séduisante, l'automatisation ultime du travail intellectuel. C'est séduisant, oui, mais si on y réfléchit à travers le prisme de notre discussion, ça pose la question ultime. Laquelle ? Les sources nous montrent comment construire ces systèmes, comment les rendre plus performants, mais la citation de Menzies nous force à nous demander pourquoi. Quel est le but final que nous programmons dans ces machines ? Si le traitement de texte écrit l'article, il le fait en se basant sur une fonction objective, une récompense. Est-ce que cette récompense sera maximiser le nombre de clics ? Imiter le style de l'auteur ? Ou chercher la vérité, la réflexion sur ce que nous voulons que ces systèmes accomplissent pour l'humanité, au-delà de la simple performance. Eh bien, ça reste une page entièrement à écrire.